Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 18 janvier 2022. Le CAC 40 n'a pas beaucoup bougé depuis une semaine, mais les rotations continuent. Ça frétille sur les small caps, ça lâche sur le Nasdaq. On va voir tout cela ensemble. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que nous voyons ici ne constituent pas des conseils en investissement. Au sommaire de l'émission du jour, un focus marché, puis le top flop macroéconomique pour mieux comprendre l'environnement dans lequel nous investissons, et puis ensuite l'analyse graphique. Alors le cadre, je dirais que c'est le même que la semaine dernière. On a des taux qui se tendent, les taux courts se tendent aux États-Unis parce qu'on s'attend à ce que la Banque centrale relève ses taux d'intérêt à plusieurs reprises cette année. Du coup, la rotation continue entre les valeurs de croissance, les valeurs dites value, les valeurs cycliques. On a une grosse rotation qui s'est faite à l'intérieur même du marché. Le sentiment de marché, c'est une pression baissière de court terme quand même, une certaine morosité. Un début d'année sur la défensive, le fait que la Fed monte les taux, que l'inflation soit toujours élevée, que le Covid n'ait pas disparu, pour l'instant fait que avec l'hiver, on sent que c'est un petit peu lourd. Voilà. Néanmoins, il y a quand même des secteurs qui ont bien tiré leur épingle du jeu, les secteurs qui profitent des hausses de taux éventuelles. Je vous avais énuméré ces secteurs-là la semaine dernière: énergie, bancaire, cyclique, société peu endettée, et ce sont celles qui depuis une semaine continuent de battre des records annuels. Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale se réunit les 25 et 26 janvier. Les investisseurs tablent sur un cycle de hausse des taux à partir du mois de mars. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec la Fed, c'est elle qui va donner le ton sur les marchés. Concernant les bancaires d'ailleurs, les résultats des bancaires américaines sont vendus pour l'instant. La saison des résultats va battre son plein dans les semaines à venir et faire la pluie et le beau temps sur les différents secteurs. Donc faites attention si vous êtes positionné sur des valeurs qui vont publier. Elles vont toutes publier leurs chiffres trimestriels ou presque. Vous pouvez aller bien évidemment sur le site Zone Bourse, rubrique calendrier. Pas mal d'activités sur les small et les mid cap, les valeurs oubliées, les dossiers baissiers de 2021 à l'image d'Ubisoft. Ubisoft qui est ma bête noire du jour. Et je vais vous raconter cette histoire dans quelques instants. Grosso modo, Ubisoft gagne 12% aujourd'hui parce qu'il y a un rachat dans le secteur. La valeur explose de 12%. J'étais positionné sur Ubisoft via un turbo depuis une semaine. Je suis sorti à 13h, une heure avant l'explosion de 12% du titre. C'est la vie, c'est comme ça, mais du coup la journée est un petit peu pesante, usante, et l'émission sera rapide. 2022 devrait connaître de nombreuses OPA. C'est pour ça que je m'intéresse à des dossiers comme Ubisoft ou Atos, qui sont des dossiers bas, qui sont des dossiers oubliés ou délaissés ou vendus de 2021 et qui en plus pourraient faire l'objet d'OPA en 2022. C'est pour ça que je vous en ai autant parlé ces derniers temps. Il y a beaucoup de cash qui a été accumulé par les entreprises américaines et européennes. Donc 2022, c'est une année spéciale parce qu'il y a beaucoup de cash dans la poche des particuliers qui vont pouvoir continuer d'alimenter le feu de la croissance. Et de l'autre, on a des entreprises qui ont énormément de cash qui vont pouvoir faire des buybacks, rachats de leurs propres titres et donc soutien de leurs actions, mais aussi des OPA, ce qui devrait dynamiser certains secteurs. C'est actuellement le secteur du jeu vidéo puisqu'il y a eu 2 opérations dans le secteur en 8 jours et c'est ce qui a donné 2 coups de fouet à Ubisoft. Le pétrole WTI retrouve son record de 2021 à 85 $, tiré par les anticipations de croissance pour 2022. Comme je vous l'ai toujours dit, 2022, année exceptionnelle, puisque l'année dernière on attendait 6,5% de croissance mondiale. Cette année on attend quand même près de 4,5%. Donc c'est supérieur à la moyenne de ces 10-15 dernières années. C'est un chiffre important. Donc voilà, c'est pour ça que le pétrole est aussi haut. Concernant les métaux, ils tiennent plutôt neutres. Alors c'est un peu spécial parce qu'aujourd'hui on a l'or qui est complètement neutre et flat, qui ne bouge pas, et on a l'argent qui gagne 2% comme ça en séance d'un coup.
Je ne sais pas l'expliquer. Je me demande même si ça vient pas du forum Reddit, parce qu'à un moment donné, il y avait un forum sur le Silver Squeeze, parlant du fait qu'il y avait certaines banques qui appuyaient sur les cours du silver et que s'ils s'y mettaient tous ensemble, ils pourraient peut-être exploser le bouchon de champagne. Simple supposition de ma part. J'ai noté aussi que le ratio silver-gold était en train de s'inverser, qu'il était légitime que l'argent monte plus vite que l'or. Mais j'ai été étonnamment et positivement étonné de voir l'argent décalé à la hausse cet après-midi. Enfin, le Bitcoin fait l'équilibriste sur la zone des 40 000 dollars. Il tentait bien que mal de rebondir. Mais comme je vous le montrerai dans quelques instants, la corrélation est très forte entre le Bitcoin et le Nasdaq. Donc en gros, tant qu'on a des taux d'intérêt qui se tendent et qui suivent les anticipations d'inflation élevées, eh bien, les actifs les plus risqués, que sont les valeurs de croissance, les valeurs du Nasdaq et les cryptos, sont totalement corrélés et totalement inversement corrélés au taux. Voilà, voilà. Le top flop macroéconomique. Ici, à gauche, vous voyez en vert un graphique du Nasdaq 100 comparé au S&P 500, sa force relative. On voit que ces dernières années, le Nasdaq 100 a surperformé, il a continué de surperformer le S&P 500 avec le Covid. Simplement, est-ce qu'on ne va pas voir une stabilisation, voire même un retournement de ce ratio avec les valeurs tech qui souffriraient un peu plus et les valeurs du S&P qui tiendraient un peu plus? On peut voir en bleu ici les valeurs tech non profitables. Et on voit que c'est presque la courbe du fonds ARK de Cathie Wood. Ce qui est plutôt positif, c'est que on a un dégonflement de la bulle des valeurs tech non profitables alors même que les marchés sont tout en haut. Donc c'est plutôt positif. Il y avait eu des excès sur certaines boîtes et on est en train de les calmer sans pour autant que le marché lâche dans son intégralité. D'ailleurs, quand on regarde cette semaine, le CAC 40 est flat, l'Europe est flat, le S&P est sur ses plus bas des 2 dernières semaines, mais lâche pas complètement et c'est surtout le Nasdaq qui flanche. Et quand on voit la capitalisation boursière mondiale, on voit un aplatissement en fait qui suit l'aplatissement des liquidités injectées par les banques centrales. Malgré tout, 2021 a été une année de folie et 2022 devrait l'être au niveau des licornes, au niveau des sociétés qui dépassent le milliard. Il y a énormément d'activités dans le private equity. Je crois qu'en 4 ans en France, on est passé de 0 à 15 ou 25 licornes. Je ne sais même plus tellement ça va vite. Ces derniers jours, il y en a une toutes les semaines. Ça montre bien qu'il y a du cash, qu'il y a de l'activité, qu'il va y avoir de l'activité encore énormément en 2022. À droite, c'est la couverture du journal Barron's qui dit que on a des prix qui montent dans tout, le bois de construction est en train de repartir, les métaux qui servent à la transition énergétique restent soutenus, le pétrole est sur des plus hauts de l'année passée, donc c'est pour l'instant, on est dans un commodity boom et c'est ce qui fait qu'on a une inflation élevée. Deuxième élément quand même à spécifier concernant les unes de Barron's, c'est que généralement quand il couvre un sujet, c'est que ce dernier a bien utilisé son potentiel à court terme. Ici à gauche, c'est un graphique qui vous montre la comparaison. Donc c'est le PE moyen des entreprises du S&P 500, des 10 plus grosses entreprises. Donc là, on est revenu sur des niveaux de la bulle des dot-com. On l'a vu sur le Nasdaq, on l'a vu sur les 5, les 10, les 30 plus grosses capitalisations. On a vu qu'on était arrivé dans des records de valorisation complètement fous. Simplement, ou du moins historiques, si ce n'est fou. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que là où certains pensaient que les valeurs de croissance, la tech allait se retourner et que tout le marché allait lâcher, pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Ça baisse sur la tech, ça monte sur le Dow Jones, sur certaines grosses valeurs solides. Le marché lâche pas tant que ça. Sur les cryptos, donc on le disait par contre, il y a pas mal d'aversion pour le risque. On a le Fear and Greed, l'indice peur et avidité qui est sur des plus bas, mais ça ne semble pas suffire pour le moment. Est-ce que
Les valeurs de croissance, le Nasdaq, vont réussir là à de nouveau faire une rotation, à repartir à la hausse, auquel cas le Bitcoin va suivre et tout ira bien dans le meilleur des mondes, ou est-ce que on est à l'aube d'un dérapage et sur le Nasdaq et sur le Bitcoin? N'ayant pas réponse à cette question, j'aurais tendance à éviter les deux marchés à court terme. J'ai pas envie ni de trouver le point bas sur le Nasdaq, ni de trouver le point bas sur le Bitcoin, avec le risque qu'il lâche. Je préfère attendre soit que ça reparte nettement et ensuite racheter les cassures de résistance, soit que ça lâche et que j'achète beaucoup plus bas. Ça, c'est la fameuse corrélation entre Bitcoin et Nasdaq, et on voit bien que sur certaines séances, on est à 100% de corrélation. Le Bitcoin a été utilisé ces derniers trimestres en grande partie comme un outil de spéculation ultra volatile, très corrélé au risque et aux liquidités des banques centrales. Et ben là, il y a du risque et il y a moins de liquidité et plus de hausse de taux, donc forcément, ça plaît pas. On est dans un choc quand même quand on regarde les valeurs du Nasdaq, parce que le Nasdaq reste à 5% de ses plus hauts historiques, alors que le nombre de valeurs qui sont sur des plus bas d'un an est pratiquement sur les niveaux de la crise de Lehman Brothers en 2008 ou de la crise des dot-com. Donc c'est fou parce que on est déjà en train de connaître un krach boursier sur les valeurs non profitables et les valeurs de croissance très fortes. On a des moins 50, moins 60, moins 70% sur ces valeurs-là. Et on est pratiquement dans les proportions d'un krach. Mais on reste sur les plus hauts sur l'indice parce qu'on a 5 valeurs, les 5 plus grosses GAFA, Amazon, Apple, Facebook, etc., qui tiennent le tout. Donc certains diront que une grosse partie du marché a lâché et que si les 5 lâchent, ça va être la Bérésina. Bon, ça, c'est pas dur. Mais on pourrait aussi dire qu'une correction majeure intra-marché, à l'intérieur du marché, a eu lieu depuis des mois, et que peut-être que les grosses dont on parle qui tiennent le marché vont s'arrêter de monter, se stabiliser, et peut-être que les valeurs de croissance fortes, une fois qu'elles auront prouvé qu'elles continuent de croître, pourraient repartir de l'avant. Thèse à étayer par des exemples de retournement sur ce type de valeur. Allez, des bonnes nouvelles maintenant. Des bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de cash dans les entreprises américaines, donc il va y avoir plein d'OPA, je le sens, je le vois comme le nez au milieu de la figure. Il y a du cash, il y a de la marge de manœuvre, va y avoir masse de buyback et va y avoir masse d'OPA en 2022. Autre bonne nouvelle potentiellement, c'est que l'Europe pourrait, sait-on jamais, se remettre à surperformer. Regardez, c'est les cycles de surperformance de l'Europe ou des États-Unis depuis 50 ans. Alors oui, bien évidemment, les États-Unis, c'est les GAFA, c'est le numérique, ils nous ont bien nus là-dessus, et c'est pas demain la veille qu'on va rattraper notre retard. Mais il y a un gap entre les valorisations américaines et européennes qui n'a jamais été aussi élevé depuis des années. Je crois même que c'est historique. Et du coup, je vois poindre un rattrapage ou une bonne tenue des valeurs européennes par rapport aux valeurs américaines. Et c'est d'ailleurs le cas depuis plusieurs mois, puisque le CAC 40 a fait mieux que les indices US en 2021 et fait mieux que les indices US en début 2022. Donc, moralité, on est bien en Europe. On ne se fait pas découper comme sur les valeurs de croissance américaines à moins 70%. On ne cherche pas le point bas sur le Nasdaq qui est un indice sensible aux taux alors que les taux montent. Mais on est sur nos bonnes vieilles cycliques et financières et autres valeurs françaises qui se tiennent bien. Est-ce que le S&P 500 va baisser parce que les taux vont monter en mars? Historiquement, la réponse c'est que 1 mois, 3 mois, 6 mois avant une hausse de taux, le S&P 500 continue de monter. Le problème, ce n'est pas une hausse de taux, c'est combien de hausses de taux, et c'est surtout à quel rythme, à quelle vitesse. Ben voilà. À droite, c'est les attentes sur les taux, elles sont très élevées. La Fed souhaite les monter 3 fois. Les Fed Funds anticipent 3 à 4 hausses de taux. Goldman Sachs en voit désormais même 5. Moi, je pense qu'on en aura 2.
La rotation, c'est le fonds de Cathy Woods, les valeurs tech, le biotech, les IPO qui se font éclater, et c'est les financières et l'énergie et les cycliques qui cartonnent. Donc tout ne baisse pas, et étant donné la violence de la rotation en place, l'investisseur agile se doit d'effectuer quand même un petit arbitrage. Et pas passer forcément de valeur de croissance à value, mais au moins de pimenter son portefeuille de valeurs qui montent et de ne pas essayer d'acheter tous les jours des couteaux qui tombent sur les valeurs qu'on cartonnait en 2021 qui se font découper en ce début 2022. Enfin, on verra et on constate toujours à long terme, quand on fait de la bourse depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, moi ça commence à faire 20 ans, bah, c'est toujours rigolo parce qu'il y a des choses qui sont récurrentes. Les mêmes stocks l'année dernière, souvenez-vous, les GameStop et autres valeurs tradées sur Reddit qui valaient rien et que les mecs ont fait exploser à la hausse pour combattre les fonds qui étaient short, qui étaient baissiers dessus. J'avais prévenu sur GameStop et d'autres que c'était une flambée, que ça allait retomber, etc. Et on a toujours le même phénomène de gens qui disent mais non, t'as rien compris, c'est un squeeze historique, ça va exploser x10, ok. Et on prévient, et puis 6 mois plus tard, on fait le bilan. Voilà. Voilà pour cette première partie d'émission. Pour la température, le pouls un peu du marché. Pas de pause café, on va passer directement à la deuxième partie d'émission. Comme je vous ai dit, je vais faire une émission courte aujourd'hui. Un peu de fatigue, et puis un peu petite baisse de morale. Le CAC 40, donc il est toujours aussi à long terme, toujours aussi à moyen terme, toujours soutenu. Après, c'est vrai que bon, bah, les indices consolident depuis le début de l'année, ça commence à plier aux États-Unis, le Nasdaq sort de son canal et se met peut-être plus dans une optique de latéralisation, espérons-le. Le S&P est toujours dans son canal haussier, mais fait quand même preuve de faiblesse. Je pense qu'ils vont naturellement l'un et l'autre vers leur MM200. Et le CAC peut les suivre et se faire des petites frayeurs, mais pour l'instant, il tient vachement bien. Ça fait 7 jours, si on regarde les valeurs de croissance, c'est un carnage, mais si on regarde le marché dans son ensemble, en fait, c'est juste que ça sort de certains secteurs, ça rentre sur d'autres. Au final, depuis le 1er janvier, le CAC est à 0. Voilà. Donc il faut savoir aller vers un peu d'énergie, ou un peu de cyclique, ou un peu de bancaire, ou un peu de mid-cap qui se reprend. Il faut savoir pivoter un petit peu. Ou faire le dos rond et attendre 3 mois, 6 mois. On regarde les matières premières. L'or, ça bouge pas, toujours coincé sous 1830-35, c'est le bouchon de champagne à faire sauter. L'argent, donc c'est intéressant parce que alors que l'or végète, il donne des petits coups de collier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le scénario que je vous donne depuis des mois, dans une zone d'accumulation rationnelle de long terme où chaque point bas est mis à profit par les opérateurs, et une nouvelle fois la zone basse a été mise à profit par les opérateurs. Le pétrole s'est haussier, on a cassé pas mal de résistance, on a fait un beau parcours, je serais pas étonné qu'il se fasse une petite pause là sur les 85 $, mais sinon ça reste haussier et porteur, et donc bon pour le secteur énergétique. Mais une petite pause lui ferait pas de mal quand même. L'euro-dollar, où je voyais bien une sortie par le haut du range, a fait sa sortie par le haut, mais l'a réintégré tout aussi sec, parce que le dollar reste fort. Donc voilà, je voyais bien un contre-pied quand on était à 1,1250, on a pris 200 points on va dire, et puis voilà, j'entrevoyais ce contre-pied, il a eu lieu, j'étais content. Et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré la rechute de l'euro-dollar, donc on voit bien que le dollar est fort, malgré un dollar fort, l'argent monte aujourd'hui. Donc il y a des forces en présence qui ramassent l'argent, et ça ne fait que confirmer ma volonté d'accumulation rationnelle sur le long terme. Et puis je vous montre un peu Ubisoft. Ubisoft, la voilà. Je la surveillais depuis plusieurs semaines. J'en avais parlé en fin d'année dernière. J'adorais ça, la configuration mensuelle avec le double creux ici à 40 €, soit les plus bas d'octobre 2019. Du coup, quand elle était tout en bas, il y a 8 jours, ici, je m'étais mis une alerte.
C'est une entrée millimétrée, hein, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, et là on fait deux chandeliers de stabilisation, et moi j'ai mis une alerte ici, tac, à 41,60. Et je vous avouerai qu'à ce moment-là, j'avais pas de position sur le marché. J'ai cherché un turbo sur Ubisoft, j'ai acheté dans la minute, 1 heure plus tard. Je gagnais 4 ou 5% sur l'action. Et je me suis dit que j'allais la tenir pour du swing moyen terme. Dans un espoir de rebond technique d'Ubisoft sur un niveau de prix majeur, plus de spéculation sur le secteur, sachant que le lundi 10 janvier, il y a Zynga qui a été racheté dans le secteur. Aujourd'hui, c'est une opération Activision Blizzard. Faut que je lise tout ça. J'étais en train de regarder d'autres choses. Et donc voilà, je n'ai pas respecté ma stratégie. J'ai acheté ici, j'ai renforcé là, je voulais tenir malgré le pullback qu'on était en train de faire. Et puis, je sais pas. Fatigue, envie d'être en dehors du marché. Avant d'aller faire ma troisième dose de vaccin, j'ai coupé mes positions pour être tranquille d'esprit. Euh, voilà. Et donc j'ai coupé ma position à 13h50 je crois, et une demi-heure plus tard, bim, 12%. J'étais en turbo, levier 10, donc ça fait 120% de raté en 2 heures. Bref, c'est le trade raté du jour. Mais c'est pas grave, parce que j'ai fait un gain, j'ai fait 41, 45, voilà, j'ai fait un gain presque 10%, alors que le marché ne bouge pas depuis une semaine, j'étais content. Mais simplement, je n'ai pas respecté ma stratégie. Hier, j'écrivais sur Twitter qu'il est très important d'écrire vos plans. Moi, le soir, je m'écris les plans pour le lendemain. Et ben, les seuls moments où je ne respecte pas mes plans, c'est les moments où je suis trop fatigué. Et là, j'étais en position sur le marché, j'ai été fatigué, je voyais les indices qui étaient un peu sur la sellette. J'avais envie d'être tranquille dans ma tête et d'un coup d'un seul, j'ai coupé mes positions avant que celle-ci n'explose. Mais c'est pas grave, c'est un gain, on apprend et on travaille. Et c'est la bourse, c'est le temple des regrets pour tous ceux qui sont dedans. En tous les cas, chapeau et bon gavage à vous. Ensuite, je fais la liste des actions du jour. On commence avec Allianz. Alors tout ce qui est secteur financier, assurance et banque, c'est un carton ces dernières semaines avec les tensions sur les taux. On s'attend à des hausses de taux en Europe, aux États-Unis. Ça porte le secteur bancaire. On voit qu'on est en train de revenir sur les prix d'avant Covid. Voilà. Donc les marchés ont envie de voir la reprise économique, la reprise d'un cycle. On a eu le Covid, on a eu le vaccin ici en novembre. Le secteur financier et assurances voilà, font pour pas mal de valeurs un grand range depuis presque un an pour certaines. Et on est en train de tenter de s'extraire de tout ça. Enfin, je suis pas à l'aise moi pour rentrer là-dessus maintenant. Parce que les indices sur le fil du rasoir, parce qu'on a fait un beau parcours à court terme, que l'action vient de prendre 15%. Donc je ne suis pas acheteur ici, j'y arrive pas psychologiquement, mais je peux comprendre que pour ceux qui sont en position, qui gagneraient 10, 15 ou plus, ils se disent bah voilà, tout va bien, on est au-dessus des mêmes 200, on approche des plus hauts. Impossible de savoir à l'avance si les plus hauts vont faire résistance ou si on va réussir à les passer et mettre 10% de plus. Les résultats vont battre leur plein dans les semaines qui viennent. Donc c'est à chacun de choisir s'il allège sa position, s'il remonte son stop de protection ou s'il laisse courir tout simplement pour jouer la reprise. AXA, c'est la même chose. Elle a été pressurisée, ça fait 20 ans qu'elle est pressurisée, ça reste le secteur financier quand même. Mais quand on redémarre post-récession, post-Covid ici, bah, ça peut aller très vite, très fort. Ici aussi, j'achète pas sur les cours actuels en pleine accélération, mais je salue, je félicite ceux qui sont à l'achat. Euh, il y a une zone de résistance historique ici vers 34. Ici, si on trace une oblique, on trouve 31,50, 32. Il y a peut-être encore du chemin à parcourir. Simplement, vu le nombre de séquences haussières qu'on vient de faire là, moi je suis pas du tout à l'aise pour acheter ce genre de choses. Mais pour ceux qui sont dedans, bah bravo. Vous voyez qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, qu'à chaque fois on fait un repli, hausse, et que bah, vous pouvez remonter vos stocks de protection au fur et à mesure de la hausse sous chacun des replis jusqu'à ce qu'à un moment la hausse
fasse une pause ou se retourne. Alors là, on va sur un dossier totalement autre, Biocorp. Je vous montre le graphique hebdomadaire, une sorte de grand range. Cette valeur me fait penser à Median Technologies. Voilà. Median Technologies, c'est range, hausse, etc. Biocorp me fait penser à ça. Il travaille avec Sanofi, avec Roche, avec Novosibirsk. C'est une petite valeur, c'est pas très liquide, mais ça tient bien. Et si on vient commencer à taquiner les 32 puis les 34, eh ben, elle pourrait nous faire un scénario à la Mediantech un jour. Carrefour, secteur défensif, valeur un peu particulière puisque spéculation sur OPA à court terme. On peut voir qu'on a une grosse zone ici autour des 18,20, 18,50 qui bloquent pour le moment. Ça peut être l'opportunité pour certains, s'ils le souhaitent, d'en acheter sur repli. Si la valeur revenait ici vers 16,50, est-ce que c'est pas un moyen de mettre du défensif dans son portefeuille avec un joker OPA potentiel à terme? Je pose la question. Osmosis, là on est sur une valeur introduite en bourse il y a 2-3 ans. C'est très bien noté chez Zone Bourse. C'est un dossier particulier. C'est pas très liquide. J'ai peu l'habitude d'essayer de déceler des figures là-dessus. Simplement, voilà, il y a du volume, il y a des échanges dans cette zone des 5-6 euros à moyen long terme. On essaye d'en décoller actuellement, ce qui est plutôt propre. Et si on venait par la suite à casser un jour les 10,50 euros, on pourrait aller chercher les plus hauts historiques et une GLB à 12 euros. Donc voilà, c'est du trend following sur valeur illiquide pour ceux qui connaissent. Sanofi, je trouvais qu'elle tenait bien ces derniers temps. Elle a tapé à la porte 2 fois à 91. J'ai fait une stratégie d'achat sur repli vers 89 ou 88,50, 89 sur zone bourse. Ça a bien pris, éjection, on essaye de sortir. Ça peut aller calmement vers 95 euros. Ici aussi, on est sur un dossier pépère pour ceux qui auraient peur de hausse de la volatilité sur le marché. Technip Energy, elle est bijou. Et elle tape à la porte de sa GLB. Va-t-elle passer? J'en sais rien, je suis pas devin, personne ne sait. Une fois elle a échoué, 2 fois elle a échoué, elle pouvait très bien échouer une 3e fois. Mais on espère tous, bien évidemment, qu'elle va le faire un de ces 4. Est-ce que ce sera la semaine prochaine ou bien dans 2 mois? Je n'en sais rien. Toujours est-il que nous sommes positifs et haussiers et à l'achat sur Zone Bourse dans le cadre du portefeuille Europe. Et bien évidemment, on part du principe que après une large bande de fluctuations, le jour où on va sortir de ce range, un beau potentiel va s'ouvrir. Ensuite, Voyageurs du Monde, ça c'était pour prendre un exemple de valeur, contrairement à Pierre et Vacances et d'autres qui me font un peu flipper à cause de levée de fonds et d'augmentation de capital pour pouvoir faire survivre leur société. Alors il faut creuser sur Voyage du Monde pour vérifier qu'ils ne vont pas faire une AK et qu'ils ont du cash, mais je trouve la configuration intéressante. En données hebdo, j'adore en fait cette zone-là. Là. Avant c'était haussier, ensuite on a cassé avec le Covid. On est bloqué sous cette zone de prix et une MM200 hebdomadaire. Donc si on passe les 99-100, c'est pas pour le fun, je pense. Donc elle a un bon comportement contrairement à l'indice depuis 15 jours. Et si elle vient attaquer cette zone-là, il y a encore du potentiel au-dessus. Donc dans une optique, pareil, de diversification pour jouer la réouverture et pas être planté sur des valeurs de croissance ou le Nasdaq, ça peut être pas mal. Ensuite, Bastide Le Confort. Alors là, c'est spécial la liste que je vous ai mis, parce que Bastide Le Confort, Savencia, Steph, Virbac, Vidiatic, Volix, pour moi, elles vont toutes ensemble dans une catégorie qui est pas du trend following court moyen terme comme on a pu le voir l'année dernière sur, je sais pas moi, un dossier comme Téléperformance qui faisait que monter. Là, on est sur du trend following très long terme, c'est-à-dire une valeur qui monte historiquement, mais qui peut avoir des phases haussières ou baissières relativement importantes.
Donc si vous voulez, quand on prend du recul, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de voir que le très très long terme monte. Simplement, alors que les valeurs de croissance qui rejoignent toutes ou qui cassent toutes leur MM200 se font plier en ce moment et que je pense qu'il faut laisser la poussière retomber plutôt que de courir à l'achat sur Esquire, Sartorius ou d'autres, eh bien, je me dis que ces valeurs-là, des mid-cap, moins regardées, un peu plus value, pourraient tirer leur épingle du jeu. C'est du trend following de très long terme. Et on va essayer de rechercher des signaux de court terme qui relancent la machine. Bastille Le Confort récemment casse les 46 euros, la MM200, elle s'installe au-dessus, elle donne une impulsion. Maintenant, il faut casser les 51, 50, 52 pour aller chercher la zone suivante. Et ensuite, on parle d'aller chercher les plus hauts historiques. Et si le sens de l'histoire sur ce genre de dossier continue, c'est d'aller chercher des sorties de range et des nouveaux records sur des dossiers qui sont aussi à très très long terme. Et voilà, c'est intéressant. Donc 46 euros, c'est une zone d'achat sur repli. 52 pour ceux qui sont à l'achat, c'est le moment où on remonte un peu les stops. Et si ça passe, on peut pourquoi pas renforcer. Après, ça dépend de votre avis. Après, dans cette liste-là, j'ai aussi mis Katana parce qu'elle était magnifique. Puis maintenant qu'elle est haussière sur 3 ans, on peut dire qu'elle est haussière à long terme. 60% de croissance, un carton plein, des résultats salués, record de volume, un gros gap haussier. Alors est-ce que c'est un runaway gap à l'américaine qu'on ne reviendra pas tester et au-dessus duquel on va continuer d'aller très vite, ou est-ce qu'on va venir le combler dans quelques semaines pour aller plus haut? Ça sert à rien de prendre le risque d'essayer de répondre à cette question. Mais si on revenait sur la zone de gap pour ceux qui n'en ont pas, c'est une opportunité potentielle. Après, pour ceux qui sont à l'achat dessus, faut bien comprendre qu'il y a deux façons de jouer ce genre de valeur. Soit de la jouer court-termiste avec un stop court sur MM50, mais dans ces cas-là, on sort ici, puis quand on la reprend, on reprend et on fait du tricotage. Soit on la joue moyen long-termiste trend follower, et dans ces cas-là, on étire le graphique et on se dit tant qu'on est au-dessus des MM200, je suis peinard. Ou bien, à la limite, on prend les points bas. Point bas, point bas, point bas, point bas. Tant que les plus bas sont de plus en plus hauts, la tendance est haussière. Donc, je remonte mes stops au fur et à mesure. Et en théorie, vos stops, ils ne doivent pas être au-dessus des 6,50 €. Parce que la valeur peut très bien, je donne un exemple, mais revenir et repartir sans mettre en danger sa tendance. Preuve, elle l'a fait il y a 3 mois. Et là aussi, c'est perdre 20% d'un coup, nettoyer tout le monde, hop, on repart. Mais au final, c'est juste qu'elle est ultra volatile et ultra haussière. Donc les consolidations sont à la hauteur des hausses. Interparfum, ça fait partie des valeurs trend following traditionnelles, on va dire, sur lesquelles on peut surveiller un retour sur la MM200 et voir s'il s'y passe quelque chose. Nouvelle valeur dont on parle peu parce que peut-être un peu oubliée puis peu traitée, peu liquide, c'est Savencia. Ça me fait penser, j'ai ouvert un graphe très long terme, je me suis dit, c'est quand je vous disais tout à l'heure les valeurs très très long terme haussières, ça en fait partie. Elle, ça c'est sa cotation depuis 40 ans. Et je vais vous le dire en toute sincérité, ça fait 20 ans que je fais de la bourse et j'ai jamais entendu parler de cette boîte. Et donc, comme pas mal de sociétés, on est dans de la tentative de retournement. On est sur zone là. Il y a des retournements qui se font, des tenues de zone qui se font sur des dossiers comme ça, qui ont des trends dossiers très long terme, qui ont une plus faible volatilité et qui, s'ils publient des bons résultats, peuvent tenter de se retourner ou d'accélérer. Donc ça vaut le coup d'être un peu original, curieux. Autre valeur très très long terme haussière que je trouve sympa, sur laquelle je suis tombé, c'est Steph. Master Bourse en a pas mal parlé. Donc typiquement une valeur qui a corrigé un moment, qui a fait un gros trou d'air avec le Covid et qui repart à pleine vitesse. Et là-dessus, on est sur du trend following, sur un dossier qui, s'il casse ses plus hauts historiques, continue d'accélérer potentiellement. Et c'est beau. C'est beau. Après, on va sur Zone Bourse. On regarde la boîte.
spécialisé dans les prestations de transport et de logistique sous température contrôlée, 5 étoiles en trading, 4 étoiles et demie en investissement, anticipation de croissance du chiffre d'affaires de 10% par an à peu près dans les années à venir. Donc voilà, belle boîte, belle croissance. Le Covid est terminé, maintenant on revient à la croissance. Et ben si la croissance est au rendez-vous, ça ira chercher des nouveaux records historiques. Virbac, c'est comme Vetoquinol, c'est des valeurs appréciées par Masterboard. J'aime aussi beaucoup, techniquement parlant, c'est aussi à moyen terme. Après, c'est tendu et il y a des attentes très élevées sur les publications, donc il y a intérêt à ce que ça déçoive pas. Petit hic pour Virbac a été dans un range, elle est sortie par le bas, et donc moi j'ai pas envie de dire que je suis haussier ou baissier ici, j'ai envie d'attendre. Attendre quoi? Soit des mauvais résultats, ou on va dire des résultats moyennement appréciés par le marché, les cours baissent de 10% et on revient sur la même 200, c'est un point d'achat. Soit j'attends la cassure à la hausse des plus hauts de la semaine dernière à 407. Comme ça, je ne rentre que si consolidation significative ou signal haussier. Mais je rentre pas dans la période d'incertitude où je ne sais que je ne sais pas. Visiative, on en avait parlé il y a quelques semaines, trend following, démarrage, là aussi on est sur du très très long terme haussier, sur 5 ans, et sur ces derniers trimestres. Et elle a été sortie d'un range il y a 4-5 mois, c'est des valeurs un peu plus lentes, un peu plus moyennes, moins liquides, mais voilà, ça fait sa vie, ça monte en dents de scie. On est sur une résistance là à 22,20, 22,30. Si et seulement si ça passe, ça continue vers les 32. Là aussi, c'est les publications qui vont jouer sur beaucoup de dossiers. Wallix, cybersécurité sur MM200, faut tenir MM200. Ne pas aller sous le plus bas récent à 27 € serait préférable. Ensuite, on arrive sur les valeurs en retournement. C'est ce que je recherche ces dernières semaines. J'essaie de vous en parler sur Twitter, d'en parler dans les émissions, de faire des stratégies sur Zone Bourse. On voit bien la tendance baissière et puis là d'un coup la valeur se retourne, casse un petit range par le haut, tente de se reprendre. Big, c'est un bon dossier. Délaissé, qui est revenu sur une zone de prix historique travaillée l'année dernière. C'est ce genre de configuration de sortie de range, de reprise sur dossier de qualité un peu délaissé qui peut intéresser en ce moment. Imerys, pareil, retour en force si je puis dire, réveil, reprise. Là on avait des structures en biseau descendant, sortie par le haut, reprise des mêmes 200. Alors on a déjà fait quand même un signal, deux signaux, et on va arriver sur du dur là, 41. Mais si ça passe, il y a 10% de potentiel supplémentaire de rattrapage sur les plus hauts de l'année passée. Après voilà, tout dépend de votre affinité à aller sur certains secteurs. Moi je sais que par exemple les foncières j'ai du mal. Clépierre, c'est joli, mais j'ai du mal. Unibail, j'ai du mal aussi. Clépierre, elle a fait un rounding bottom. Enfin, ici, c'était un double creux. Alors, fait plutôt positif. Elle tente ici de valider ce double creux et de s'installer au-dessus. Si elle y arrive, il y a de la marge vers 26. Donc, il faut tenir au-dessus des 22 et continuer comme ça. C'est la thématique réouverture, retour au business. Unibail, c'est la même chose. Elle est complètement flat, elle a tenu sa zone de support. Il y a le plus haut de la semaine dernière, plus la MM200, plus les 70 € les plus hauts des dernières semaines qui bloquent. Si on passait ça dans les semaines qui viennent, il y a un beau potentiel de 10-15%. Ensuite, valeur internationale, ADM, marcheur Daniel Midland. C'est rigolo parce que l'un des lecteurs est salarié là-bas. Donc là, on adore la pertinence de la MM200 ces dernières semaines, la façon dont la valeur vient se coucher sur la MM200, prendre de l'énergie avant de redémarrer, et alors que le marché baisse, casse ses plus hauts historiques. Donc c'est beau, c'est du trend following, c'est haussier. Et là-dessus, on remonte les stops et on sourit bien gentiment. Les stops sont au minimum sous les 68 $, zone où on a fait un gap récemment. Je dirais même que l'investisseur de moyen terme, il a son stop sous 67 $, minimum. Et le moyen long termiste, il l'a sous MM200.
Balta, ça c'est un clin d'œil à notre cher Pixel qui l'avait décelé il y a quelques mois, me semble-t-il. Donc valeur qui était extrêmement baissière, théorie du phénix, retour des volumes historiques, rupture de MM200, donc là on est vraiment dans du phénix typique. Cassure des MM200, volume historique, on monte, début de trend following, on fait des plus hauts de plus en plus haut, donc ça c'est une entrée aussi. On stabilise, puis on prend appui sur MM200 et on s'envole. Donc là, c'est tout ce qu'on aime, hein. C'est tendance baissière, théorie du phénix, redémarrage, trend following. Bon, elle vient de passer de 2,6 à 3,8, 50% de hausse, donc je dis pas de l'acheter, mais voilà, au moins vous voyez cette construction. Et mine de rien, à force de se bouffer des constructions tous les jours, on trouve les bonnes, où on a une récurrence qui se fait avec les yeux et le cerveau. Après, c'est la psychologie qu'il faut changer. Arvia, ça c'est en Norvège de mémoire. Valeur trend following méga haussière. Mais là, pareil, c'est un peu un gruyère. On a MM200, on a une grosse zone ici. On a ensuite un gros gap là. C'est pour l'instant le stand-by, je dirais. J'aime pas le double top ici. Ça, j'aime pas. Je serais pas étonné qu'on aille un cran en dessous puis que ça crée un grand range de moyen terme. Allez, on termine. Il m'en reste 3-4. Mère Technimont, ça c'est de l'italienne en beauté. Pareil là, théorie du phénix. On a un range. On casse MM200. Les volumes sont de retour. Trend following au-dessus des MM50. Petit trou d'air. Trend following au-dessus des MM50. On achetait maintenant en compliqué, mais comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'elle est revenue sur la même 50, jusqu'ici, c'était une zone d'intérêt. C'est typiquement ce genre de config qu'on aime jouer. Alors certains me diront, bah oui, mais sur Esker, tu vois, là, ça a cassé, ça a pas marché. Ouais, ok, sauf que Esker, ça fait 14 fois que ça fonctionne en 2 ans. Donc il y a bien un moment où ça ne fonctionne plus. Mais si vous avez joué 3, 5, 7, 8 fois et que là, vous venez de vous prendre un ou deux stops, Esker a quand même été un sacré bon outil de trend following ces derniers trimestres. Elle l'est plus, elle l'est moins. D'autres le sont toujours. Donc il faut lâcher celles qui ne veulent plus l'être et puis se concentrer sur celles qui le sont toujours, à mon sens. Motorola, ça c'est en train de lâcher MM50, back to MM200, ce serait pas étonnant. Il y a un petit gap laissé ici à 235, donc je verrais bien 4-5% de baisse de plus. Et Open Door Technology, action du Nasdaq, c'est en train de revenir sur les cours d'intro. Je suppose que c'est de l'hypergrowth, une valeur de croissance. Là, il faut attendre 1, une réaction forte, 2, une cassure de résistance. Sinon, vous achetez avec la technique du cierge. On achète, on allume le cierge et on prie. Recticel, ça fait partie de très bons élèves de l'année passée. J'aime pas trop l'excès aussi ici, excès haussier qui peut être corrigé par un excès baissier. Je la verrais bien casser MM50, ou du moins une baisse de plus de 10% de ce titre-là qui était très qualitatif l'année dernière et qui lui permettrait de revenir sur MM200 et le gap ici serait une aubaine. Voilà, donc je me mets une alerte à 15,50 €. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Journée longue et scabreuse, mais tout va bien, on est en santé. On a fait des gains pour certains, moi ce fut le cas, donc ça doit être au final une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, je vous retrouve comme d'habitude sur BFM mercredi, sur un podcast Synapse jeudi, sur Twitter tous les jours, et mardi prochain pour les marchés en action. Au revoir à tous.